dans le Nord Kivu. Les positions de forces armées de la République démocratique du Congo à Tchanzu et Runyoni ont essuyé une attaque militaire du mouvement insurrectionnel M23 dans la nuit de dimanche 7 novembre 2023. Attaque enrayée par les forces loyalistes. À l'heure actuelle, les combats sont en cours et les FARDC sont déterminés à en finir une fois pour toutes avec ce groupe armé. Vous aurez les détails au cours de cette édition, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue. Les jours passent et rapprochent encore un peu plus la République démocratique du Congo de l'organisation sur son sol des 9e Jeux de la francophonie. Des réajustements se font tous les jours ou presque pour réussir cet événement mondial récemment nommé par ordonnance présidentielle. Le nouveau comité national a reçu ce mardi les orientations du garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi, qui les a reçus en audience. Le 9e jeu de la francophonie auront bel et bien lieu en République démocratique du Congo en août 2022. Pour ce faire, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu ce mardi 9 novembre dans son bureau de travail à la Cité de l'Union africaine la nouvelle équipe récemment nommée. Conduit par son directeur national Isidore Ngwanja Ngembo, le comité national de 9e jeu de la francophonie en RDC est venu présenter au chef de l'État le plan de travail de ce grand événement mondial qui se tiendra à Kinshasa. Isidore Ngwanja dit avoir reçu du président de la République Félix Tshisekedi et du gouvernement Samalou Kondé un soutien ferme, mais aussi tous les moyens nécessaires pour réussir cet événement. C'était en présence du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et du directeur de cabinet du président de la République Guilain Nyembo. On va rapidement mettre en place des équipes. On va travailler avec les professionnels, on va travailler en collaboration avec l'OIF qui va nous détacher des spécialistes pour que nous puissions avancer rapidement. Et puis tout le gouvernement est très impliqué dans l'accompagnement pour que nous puissions rapidement organiser ces Jeux comme il a été prévu. C'est un événement important pour la RDC. Et c'est pour nous une occasion de montrer au monde entier que nous avons la capacité d'organiser des événements internationaux et que si nous réussissons à organiser ces Jeux de la francophonie, nous aurons la possibilité demain après-demain de prétendre organiser par exemple la Coupe d'Afrique, ainsi de suite. Donc c'est un événement diplomatique, mais c'est aussi un événement économique parce qu'il y a des retombées économiques. Nous sommes confiants parce que les autorités sont confiantes. C'est depuis ce lundi 9 novembre 2021 que cette nouvelle équipe dirigeante a pris la commande de l'organisation du 9e jeu de la francophonie en RDC. Je vous l'annoncer en ouverture de ce journal. Quelques positions de forces armées de la République ont été attaquées dans la nuit du dimanche par les miliciens du mouvement insurrectionnel M23. Selon un communiqué signé par le chef d'état-major général de FARDC, les combats sont encore en cours à l'heure actuelle et les forces loyalistes sont déterminées à en finir avec ce groupe armé et demandent à la population de garder son calme et de continuer à faire confiance aux forces armées. Mais cependant, une question reste pendante. Comment comprendre qu'une rébellion de fait par les forces loyalistes en 2023 et qui s'est muée entre-temps en une organisation politique arrive à nouveau à reprendre les armes pour inquiéter la population dans cette partie du pays? La question a fait réfléchir notre rédaction. Je vous propose cette chronique signée Adam Chémis. En République démocratique du Congo, l'armée annonce à travers un communiqué signé par le chef de l'état-major général que les rebelles du M23 ont attaqué les positions de Tchanzu et de Runyoni avec l'intention de mener des actions de déstabilisation et ailleurs dans la province du Nord Kivu. L'armée rappelle également qu'en 2020, cette rébellion avait attaqué sans succès les localités de Bigega, Ndiza et Mikenge dans les environs de Tchanzu, sans oublier la tentative infructueuse d'attaquer les monts Sabinyu, Visoke et Karisimbi dans le territoire de Rutshuru en 2017. Les FRDC ont vivement condamné cette nouvelle attaque du M23. L'information est confirmée par les organisations locales de la société civile. Mais comment une rébellion défaite le 5 novembre 2013 et qui a accepté de signer le 12 décembre de la même année à Nairobi un accord de paix confirmant sa dissolution peut-elle ressurgir du jour au lendemain? La raison en est bien simple. Généralement, le M23 n'a jamais tenu parole. Plusieurs de ses engagements sont restés lettres mortes.
On se souvient que le M23 est né des cendres du CNDP, battu par l'armée congolaise et qui déjà avait signé en mars 2009 en tant que CNDP un traité de paix avec le gouvernement congolais. Le 6 juillet 2012, le M23 a attaqué la ville de Bunagana, à moins d'1 kilomètre de la frontière avec l'Ouganda. Les rebelles annonçaient la fin de l'offensive si le gouvernement acceptait d'engager des pourparlers de paix avec eux. Ce qui fut fait. Mais encore une fois, le M23 ne baisse pas les armes. Il nage entre le mensonge et les contre-vérités. Voilà que le 20 juillet 2012, le M23 et les forces armées gouvernementales échangent des tirs autour de Kibumba et de Rugari. Le 21 juillet 2012, le gouvernement des États-Unis annonce la diminution de son aide militaire pour le Rwanda. Le rapporteur des crimes de guerre des États-Unis, Stephen Rapp, signale que les autorités rwandaises seront inculpées de soutien et incitation. Le Rwanda a nié les rapports des experts des Nations Unies et des groupes de défense des droits de l'homme selon lesquels il soutiendrait les rebelles dans le groupe M23. Le 24 novembre 2012, les dirigeants africains se réunissent à Kampala pour discuter et trouver des solutions au conflit sans réel succès. À partir du 25 octobre 2013, les forces congolaises appuyées par une brigade d'intervention de l'ONU lancent une offensive avec des moyens lourds. Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2013, l'armée congolaise chasse les combattants du M23. Le 5 novembre, le M23 déclare qu'elle dépose les armes et 2 jours plus tard, environ 1600 membres du M23 se rendent aux autorités de l'Ouganda. Mais depuis tout ce temps, les combattants du M23 sont toujours dans le territoire de Rutshuru depuis plus de 10 ans. Eux qui ont pourtant déclaré avoir abandonné la rébellion. L'attaque du M23 du lundi dernier prouve que ce mouvement négocie toujours avec une arme dans la poche. La vérité est que le M23, comme d'autres groupes rebelles, sont soutenus par plusieurs mains noires, avec pour objectif de piller les richesses de l'Est de la RDC. Mais le gros des intentions est de balkaniser la République démocratique du Congo, de couper l'Est du pays et de fragiliser les institutions. La RDC est dotée d'une armée forte et puissante, c'est indéniable. Des dirigeants soucieux de rétablir la paix à tout prix. Mais ce qui se passe dans l'Est est ni plus ni moins un vaste complot qui va bien au-delà des frontières de la RDC et qui date de plusieurs décennies visant à empêcher le développement de cet immense pays d'Afrique, potentiellement parmi les plus riches du monde. Mais la RDC n'est ni le Soudan ni la Somalie. Le vouloir vivre ensemble, la fibre patriotique sont tellement enracinées dans les esprits que c'est difficile de lui arracher ne serait-ce qu'un seul centimètre de son territoire. Et alors que les M23 attaquaient les positions des forces armées de la République démocratique du Congo, le chef d'état-major, lui, était déjà sur le terrain pour peaufiner les stratégies militaires. Célestin Balamoussessé, qui a lancé une série d'échanges avec les représentants de la population, a aussi visité quelques sites stratégiques où seront cantonnées prochainement les unités de l'armée. Regardez. Le tour du chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo en ville de Béni a été très surchargé. Le général d'armée Mbala Moussessé Célestin a visité le nouveau camp qui accueillera le troupe commando spécialiste en combat de jungle situé à Oicha, ainsi que le camp qui abritera le troupe des bataillons canines situé au camp Chikoti Tamba la journée du samedi 6 novembre. Dans la soirée de ce même samedi, le général d'armée a accordé des audiences à certaines couches de la population, notamment les forces vives, la FEC, les parlements des jeunes, les notables, les associations des taximens moto, la SECO et bien d'autres. De sa part, la délégation de la Fédération des entreprises du Congo FEC a salué l'état des sièges et les résultats sur terrain avant de demander au numéro 1 de l'armée de faire encore mieux pour réhabiliter les routes d'intérêt national et mettre fin aux embuscades. J'étais très content puisqu'il est venu nous voir pendant notre détresse. Nous, avec l'état des sièges, nous trouvons que c'est positif. Puisque quand même, on pose des problèmes, on trouve des solutions. Néanmoins, il faut qu'on nous aide d'abord à déterminer surtout la route des terrains nationaux, puisque ça nous tue vers en bas.
on ne sait pas progresser puisqu'il y a beaucoup de tueries sur la route et on l'a demandé, il nous a promis qu'il va faire des sommiers. À l'issue des échanges avec la population, le numéro 1 de l'armée a, au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, inauguré les pavillons de l'hôpital militaire de garnison de Béni, constitué essentiellement d'un bloc opératoire, d'un laboratoire, d'une maternité, d'un mess des officiers et autres matériels pour une meilleure prise en charge des militaires et de leurs dépendants. Mbala Moussé Célestin a appelé les responsables de cet hôpital militaire à en faire bon usage. Utilisez bien ce matériel à bon escient en veillant à ce qu'il soit bien entretenu pour une durée assez longue. Notons que le séjour du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo s'inscrit dans le cadre d'évaluer la capacité opérationnelle et autres résultats des opérations militaires dans la région de Béni depuis l'instauration de l'état de siège par les commandants suprêmes. Et on continue de parler des forces armées de la République qui rassurent avoir ravivé la collaboration avec la population et les services de renseignement. Un rapprochement qui porte ses fruits avec l'arrestation d'un chef rebelle de la milice FPIC présenté au gouverneur militaire de l'Ituri. Image de commentaire. Il s'appelle Serge Sekabo, 30 ans révolu, général autoproclamé de la milice FPIC communément appelée Chinyakilima. Ce chef rebelle, arrêté par les forces de défense et de sécurité au quartier Kindia en ville de Bunia, était à la base de plusieurs attaques en territoire du Roumo, affirme le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Il est l'auteur des attaques sur Nyakoundé, Marabo. Ce n'est pas une personne à présenter. Mais aujourd'hui, grâce à la vigilance des forces armées, en ville comme en brousse, les forces armées ont maîtrisé ces messieurs et cela montre notre détermination dans la conduite des opérations. Et aussi, à cette période, nous avons ravivé nos services de renseignement. Appréhendé grâce à la dénonciation de la population, preuve d'une bonne collaboration avec les services de défense et de sécurité. Toutefois, le lieutenant Gilles Ngongo souhaite voir la population raviver cette coopération pour permettre au FARDC de détruire complètement tous les réseaux criminels à cette période de l'état de siège. Nous encourageons tous ceux-là qui ont suivi la logique et les mots d'ordre du commandant des opérations, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, à collaborer, à dénoncer tous les malfrats qui sont parmi nous. Et voilà aujourd'hui, Serge, autoproclamé général, Malaïka, des groupes armés Chinyakilima, est dans le filet des forces armées de la République démocratique du Congo. Place à la justice et il va répondre à ses actes. Après sa présentation au gouverneur de province, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, ce chef de file des miliciens FPIC, a été mis à la disposition de la justice militaire. Et l'appel à cette lente collaboration avec les forces armées a été relayé par le coordonnateur du panel chargé d'accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence de l'Union africaine. Le professeur Toumba Luaba exhorte également les groupes armés actifs en Ituri à adhérer à la logique de la paix. Il l'a dit à l'issue d'une audience lui accordée par le gouverneur militaire. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Ituri. Son sécuritaire dans la province de l'Ituri ne laisse pas indifférente la présidence de la République. Une forte délégation des membres du panel qui accompagne le chef de l'État à la présidence de l'Union africaine en provenance de Kinshasa a échangé ce lundi avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni. Question de réfléchir sur des stratégies pour une paix durable dans cette province. Dans le cadre de l'accompagnement de la mandature du président de la République qui est également commandant suprême de FARDC, sa mandature à la tête de l'Union africaine, il nous a désignés. Et parmi les piliers stratégiques, paix, sécurité, stabilité, que même l'intégration régionale africaine ne peut pas se réaliser sans paix et sécurité. C'est pourquoi nous suivons de près toutes les opérations qui se déroulent dans le cadre de l'état de siège et nous apprécions beaucoup les efforts faits par le gouverneur et toute son équipe, les troupes sur terrain, les efforts, les mentales, l'engagement
et nous sommes venus vraiment, en plus des informations que nous avons pu recevoir, pouvoir féliciter notre armée pour son courage et l'encourager pour aller de l'avant. Occasion pour le professeur Alphonse Toumba-Louaba d'appeler le groupe armé réfractaire au processus de paix à revenir à la raison. Revenez à la vie normale, vous avez votre place dans la nation, non pas comme porteur d'armes, non pas comme violeur, non pas comme destructeur de vie, mais comme constructeur. Venez participer à la reconstruction de l'Ituri qui mérite mieux que ça, qui mérite une grande place au sein de cette nation congolaise. Il faut Et tous ceux qui ont collaboré avec lui, comme vous le voyez, il est important en termes de devoir de mémoire que toutes ces personnes qui ont perdu leur vie, nous puissions au moins, dans ce rapport ici, s'assurer qu'ils ne seront pas oubliés. Parce que toute vie qui a été perdue au Nord Kivu et même en Ituri doit être connue pour que la nation congolaise, la communauté autant nationale qu'internationale, soit saisie de ce qu'on peut presque qualifier d'acte de génocide qui se passe dans notre partie est du pays. Donc, nous en ferons bon usage, honorable, pour poursuivre les plaidoyers et s'assurer que non seulement toutes ces personnes décédées, fauchées dans la vie par des inciviques qui les ont pris violemment et assassinés, eh bien, dans ce rapport, ça nous permettra non seulement de nous rappeler d'eux, mais de s'assurer que toute la nation ne les oubliera pas. Donc, le travail maintenant qui va rester, cher honorable, sera de s'assurer que nous exploitions ce rapport pour qu'on puisse continuer notre plaidoyer que nous faisons tous ensemble pour le retour de la paix et la sécurité. Et j'aimerais clôturer en disant, une fois de plus, toutes nos condoléances et notre compassion à nos populations de l'Est, du Nord Kivu et de l'Ituri, qui continuent malheureusement chaque jour à être assassinées sauvagement par les inciviques. On parle encore une fois sécurité avec cette fois la délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre de l'Intérieur qui poursuit sa mission dans le Sud Kivu, précisément à Bukavu. Daniela Selo-Okito qui a lancé une série de concertations a rassuré que la réponse de Kinshasa sur la récente attaque de la ville de Bukavu sera très bientôt connue. La situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la province du Sud Kivu, précisément à Bukavu, appelle à des thérapies de choc pour contrer les incursions à répétition, source d'instabilité de la province. En mission d'évaluation dans cette partie du pays, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, tente de convaincre toutes les couches sociales à adhérer à la vision de pacification du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Daniela Selo-Okito a lancé des consultations avec des acteurs clés dont la recherche de solutions à moyen et long terme. De responsables de l'Assemblée provinciale, les membres du gouvernement provincial, les forces vives de la province et la société civile, tous sont appelés à regarder dans la même direction car la paix est une affaire de tous. On continue à suivre les événements pour savoir de quoi s'agissait-il au juste parce que jusque-là, nous n'avons pas tellement toutes les précisions nécessaires. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniela Selo-Okito, qui a toujours prôné
La paix comme moyen de sortir de la crise a transmis les recommandations du commandant suprême pour décourager le fils et filles de la province à adhérer au mouvement criminel. Plus jamais la guerre à Bukavu, plus jamais l'insécurité à Bukavu, a martelé le patron de la territoriale. Reportage commenté par José Baïtouambo. La nouvelle ambassadeur de la RDC en poste à Paris dit placer la situation en priorité de son action, la situation donc de la résolution de différends entre la diaspora et les musiciens congolais. Isabelle Tchombé l'a dit au président du Sénat, Modeste Batilou-Kwebo, qui au courant de la même journée a reçu les adieux de l'ambassadeur du Congo-Brazzaville en RDC arrivé fin mandat, Edi Chala. Arrivé à la fin de son mandat à Kinshasa, l'ambassadeur Yandoma du Congo-Brazzaville va quitter le Congo de Félix-Antoine Tshisekedi. Il a entrepris une série de rencontres d'adieu, comme le veut la tradition. Au Sénat, Modeste Batilou-Kwebo l'a très bien accueilli, autant que les relations entre les deux capitales sont fraternelles et cordiales. Nouvellement nommée ambassadrice de Kinshasa à Paris, Isabelle Tchombé est venue auprès du président du Sénat, Modeste Bahati, pour recevoir des sages conseils avant sa prise de fonction. En termes de priorité, cette diplomate s'engage à travailler pour concilier les vues entre une partie de la diaspora congolaise et les artistes musiciens. Je crois que quand je vous parle d'un travail de réconciliation entre les Congolais de la diaspora et certains Congolais de la diaspora, parce qu'on ne peut pas faire d'amalgame. La majorité des Congolais apprécient les musiciens, mais il y a un certain nombre qui font énormément de bruit et qui empêchent au fond les autres de se produire et empêchent nos ambassadeurs, je veux dire nos ambassadeurs culturels, de se produire à l'étranger. Et je crois que dans ce travail de réconciliation, il y a un dialogue qui doit s'amorcer avec la diaspora et je pense que nous allons pouvoir faire de notre mieux, en tout cas pour œuvrer pour que ce dialogue soit rétabli et que nos artistes puissent se produire à l'extérieur et particulièrement en France à l'aise. L'honorable président du Sénat a bouclé la boucle de ses audiences avec la commission mixte Défense et Sécurité, Assemblée nationale et Sénat. Celle-ci est venue lui faire part des échanges qu'elle a eus dernièrement avec la délégation des parlementaires belges, conduite par le ministre d'État, André Flao. Échanges qui ont tourné autour de la reprise de partenariats en matière de défense entre la RDC et le Royaume de Belgique. Ils ont décidé d'accompagner le gouvernement congolais pour conclure un partenariat digne de renforcer la capacité de l'armée congolaise. Le comité national de 9e jeu de la francophonie reçu, vous l'avez suivi un peu plus haut par le président de la République, s'est également retrouvé autour du vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. C'était dans le cadre d'une réunion du comité de pilotage. Images et commentaires. Le chronomètre ne s'arrête pas, les jours avancent vite et le 9e jeu s'approche à grands pas. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula, qui préside le comité de pilotage pour la réussite de ce grand événement en août 2022, a, au cours de la première réunion du dit comité, recommandé un état des lieux complet et l'élaboration d'un tableau de bord budgétisé avec un chronogramme clair afin que le suivi soit efficace. Les infrastructures doivent être prêtes 3 mois avant les Jeux, y compris le village des Jeux. En présence des ministres sectoriels et autres autorités impliquées dans la bonne tenue de ce 9e jeu, les assurances du ministre d'État aux infrastructures ont permis aux participants à cette réunion d'avoir une idée sur l'évaluation des travaux des infrastructures qui abriteront ces jeux. Ce qui est de bonnes parole du président de la République, celui du gouvernement et le directeur de la communication présidentielle étaient face à la presse. Parmi les questions évoquées, il figure celle de la désignation de Denis Kadima à la tête de la CENI. Suivez la réponse de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement à propos de cette désignation. Je crois que la charte de confession religieuse prévoyait comme premier mécanisme le consensus. Et lorsque vous ne réussissez pas à vous mettre d'accord à travers les consensus,
vous procédez par élection. Et il s'est dégagé qu'il y avait un bloc de 6 qui a soutenu un candidat sur lequel l'Église catholique disait qu'il y avait des soupçons de corruption, qui n'ont jamais été étayés. Mais simplement, moi j'ai entendu quelque chose que je trouve particulièrement dangereux, de relier Kadima au président de la République parce qu'ils sont de la même province. C'est une forme d'exacerbation de la question tribale, et pour un pays comme le Congo, c'est une pratique qu'il faut dénoncer. On ne l'a pas dit, mais le candidat qui a été porté par l'Église catholique est originaire de l'ex-province de l'Équateur. Le révérend Bokundo est de l'Équateur. Le cardinal Ambongo est de l'ex-Équateur. Mais pourquoi on n'a jamais fait une telle forme d'allusion où on n'a pas voulu relier les deux par une proximité provinciale? C'est très dangereux. Encore que pour que Kadima arrive là comme choix, il y a eu un processus en interne. Pourquoi on ne met pas en valeur l'aspect managérial ou le profil du candidat? Parce que c'est finalement ça qui a conduit à ce qu'il soit même retenu dans les tri qui avaient été faits au départ. Sur cette question, après, les prêtres sont dans le droit d'exprimer leur mécontentement sur un processus qui n'a pas bien fonctionné. Autre chose à présent, le marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA a tenu ce mardi son 42e conseil de ministres. Didier Manzenga, ministre de l'intégration régionale qui a représenté la République démocratique du Congo, a axé son intervention sur le trafic par Kasumbalesa et l'innovation en ligne dans la filière de cuir. Vital Pagabita, reportage. RDC fait partie des 21 États qui composent le COMESA, marché commun de l'Afrique orientale et australe. Au cours de ce 42e Conseil des ministres, la République démocratique du Congo a donné de la voix par l'entremise de Maître Didier Mazenga Mukanzu, dont l'intervention a porté sur les équipements et la formation en ligne de la filière cuir. Tout cela autour du thème « Édifions notre résilience par une intégration économique et numérique stratégique ». La République démocratique du Congo a sollicité le soutien des COMESA pour développer son portail national d'information commerciale et le relier au portail régional du COMESA en cours de développement. La RDC a recommandé au secrétariat du COMESA de convoquer une réunion en vue d'examiner les pistes pouvant conduire à la réalisation de progrès à ce qui concerne la mise en œuvre du régime commercial simplifié à Kasumbalesa. Le COMESA, marché commun de l'Afrique orientale et australe, vise à promouvoir l'intégration économique de la région par le développement des ressources naturelles et humaines dans l'intérêt des populations de la région. Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, a déjà les pieds sur le champignon cap vers les élections. Il a accordé une série d'audiences, notamment à une délégation de l'ONU Femmes. Tétis Samba et Kinanga Moussachi ont signé ce reportage. ONU Femmes apporte son soutien au nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante. C'est ce qui ressort de l'entretien fructueux qu'a eu le numéro 1 de cet organisme du système des Nations Unies, Awan Jaïsek, avec le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi. Il s'agit d'une première visite au cours de laquelle ces deux personnalités ont passé en revue les questions relatives à la collaboration harmonieuse existant entre les deux institutions. Pensons pouvoir continuer les échanges et la collaboration dans les prochains mois et les prochaines années. L'intégration du genre dans le travail de la CENI, l'appui au travail que nous faisons dans le cadre de la prise en compte du genre au niveau du processus électoral, mais également le renforcement de ce qui avait été déjà fait ici, y compris l'appui qu'on avait donné pour l'élaboration de la stratégie d'intégration du genre au niveau de la CENI. Il a été très réceptif, très ouvert aux discussions, à partager son expérience dans ce domaine et nous avons été contents d'écouter son feedback et d'écouter également sa perspective qu'il prend par rapport à la question du genre. À noter que ONU Femmes a toujours apporté son appui à la CENI au niveau stratégique et opérationnel dans le cadre de la mission de cette institution d'appui à la démocratie.
Hier, un projet aux grandes ambitions, le parc agro-industriel de Bukangalonzo est aujourd'hui au cœur d'un procès qui place 3 personnes au banc des accusés pour détournement de deniers publics. Parmi elles, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Les audiences se poursuivent à la Cour constitutionnelle. Voici le résumé de celle d'hier avec Jacques Mégé. La Cour constitutionnelle a été saisie par les procureurs généraux pour juger 3 prévenus. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon, l'ancien ministre délégué aux Finances, Kitebi Kibolnvoul et l'investisseur Grobler Christo. Dans l'affaire Bukangalonzo, ces 3 prévenus sont poursuivis pour détournement des deniers publics, presque 205 millions de dollars. En matière de préalable, les avocats des prévenus ont demandé à la Cour constitutionnelle de ne pas accepter que les avocats de la République soient partis au procès, car c'est contre la loi. La République a été demandée de se retirer de la barre par la Cour. Les différents collectifs des avocats, des prévenus, ont tous soulevé l'exception d'incompétence de la Cour constitutionnelle à connaître de cette affaire, car n'étant pas les juges naturels des prévenus, l'exception d'irrécevabilité de la cause pour violation de la procédure et de l'obscurité des libellés dans l'acte qui saisit la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, à travers son premier président et président de la composition, Dieudonné Kalouba, a pris l'affaire en délibéré et va se prononcer sur les exceptions soulevées dans le délai légal de 8 jours. Et un communiqué nécrologique avant de boucler cette édition, l'honorable Célestin Mbouyou Kabangu, la famille Mukendi Mouchidi Anakle, la famille Kabangu Moukolue Célestin ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort subite de leur fils Mukendi Mouchidi Anakle le mercredi 3 novembre 2021. Le programme des obsèques se présente comme suit. Mercredi 10 novembre 2021, l'éveil du corps à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire pour enterrement au cimetière Chemin du Paradis. Un bain de consolation est prévu juste après l'inhumation à la salle de fête de la paroisse Sainte-Rita où se tient la veillée mortuaire dans la commune de Mongafula, référence Triangle Cité Verte. Ce communiqué tient lieu de faire part. Et ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je rappelle la grande information. Les positions des forces armées de la République à Tchanzou et Runyoni ont essuyé une attaque militaire du mouvement insurrectionnel M23 dans la nuit du dimanche 7 novembre 2023. Attaque enrayée par les forces loyalistes. À l'heure actuelle, les combats sont en cours et les FARDC sont déterminés à en finir une fois pour toutes avec ce groupe armé. Merci à vous de nous avoir suivis avec autant d'attention. L'actualité reste en continu. Retrouvez à 23h Getty Omatuku pour la suite de l'actualité. Bonsoir chez vous.